Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver comme chaque dimanche, Pierre Armand et moi-même pour un nouvel épisode du Hoop Culture. On aurait pu le faire la semaine dernière, mais voilà, la semaine dernière c'était épisode de reprise, donc on s'est dit qu'on allait y aller mollo et cette semaine on a décidé de vous parler un petit peu des vœux qu'on a pour cette année 2025. L'année 2024 a été riche en rebondissements, hein, c'est terminé quand même de manière assez volatile, on va dire du moins. On se souhaite déjà et on vous souhaite surtout une année un peu plus apaisée et voilà, la plus agréable possible. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comment ça va Pierre Armand? Bah ça va, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'on y soit allé mollo la semaine dernière. On a fait une émission C'est vrai, d'une heure 20 et je ne crois pas que nous y soyons allés mollo mollo. c'est vrai, t'as raison. T'as raison de remettre le contexte, de rappeler les vraies choses. Pierre Armand en parlait, ouais, donc cette émission spéciale vœux pour 2025, des vœux sur le basket, des vœux en dehors aussi, bien entendu. On commence à nouveau quand même par vous souhaiter la meilleure année possible, à commencer par la santé et puis de prendre bien soin pardon, des êtres qui vous sont chers. Euh, Pierre Armand, toi, qu'est-ce qui t'est venu à l'idée en premier là, quand on a évoqué cette thématique? Bah, après, il y a plein de choses évidemment. La première chose, je me suis dit qu'on arrête on laisse un peu Brony tranquille en 2025. Qu'on lui foute un peu la paix. Parce on a beaucoup parlé, je pense que c'est le mot qui a été le plus prononcé dans la sphère basket NBA en 2024. Donc voilà, ça fait quelques jours qu'on n'en parle plus, voire semaines, et que ça continue comme ça, qu'on le laisse se développer tranquillou et qu'il revienne quand il a envie de revenir, quand il peut revenir, qu'il prenne du plaisir, parce que voilà, ça n'a pas dû être très marrant. Donc j'espère que 2025 sera une année plus apaisée et une année de développement pour le copain Brony. C'est vrai que l'air de rien, on en parle moins quand même. Depuis, Pas moi. voilà, depuis un petit mois maintenant, j'ai l'impression que c'est un petit Tant mieux pour peu. lui. Voilà, c'est un petit peu retombé, on a compris quel était le profil, quel était le projet. Donc oui, oui, effectivement, t'as raison, je pense que c'est quand même, ça fait du bien. Là, celui qui va suivre maintenant, c'est Bryce, hein, parce qu'il a annoncé dans quelle université il allait signer. Donc maintenant, il y a des highlights qui remontent à la hausse du côté du frère. C'est quoi? Alors attends, c'est le cadet, c'est ça le deuxième? C'est le cadet, C'est le tu deuxième. Ouais. confirmes? Voilà, Ouais, ouais. exactement. Donc bon. C'est comme ça avec le brand. Tu sais, tu fermes un chapitre, il y a un nouveau qui s'ouvre derrière. Donc, C'est c'est les poupées russes en permanence. Il y en a toujours une dedans. C'est une poupée russe de 6,40 m de haut. écoute-moi, le premier truc auquel j'ai pensé de mon côté, de manière peut-être un peu égoïste, là, c'est. Je t'avoue que j'aime pas du tout la manière dont les choses se terminent entre Jimmy Butler et le Miami Heat. On en Eh parlait oui. un petit peu récemment avec Shai et Antoine. Je suis quand même très surpris au bout du compte que ça se termine de manière aussi sale, moche, voilà, presque limite violente. Du coup, j'ai hâte maintenant que c'est acté quasiment, j'ai hâte que ça. Voilà, que l'abcès soit percé pour de bon, que Butler se retrouve autre part, que Miami avance. Mais ouais, je t'avoue que je m'attendais vraiment pas à ce que ça se délite à ce point et que les choses escaladent, comme on pourrait dire maintenant, de manière aussi fulgurante, quoi. Je suis surpris que tu n'aies pas été surpris. Ouais. Parce que Me suis voilé la face, c'est ça que tu bah, sous-entends? est-ce qu'il est déjà parti en vraiment bon terme de là où il est parti à chaque fois? C'était soit surprenant, soit pas le moment, soit. Enfin, il y a toujours eu une déclaration un peu fracassante avant de partir, ou en arrivant. Bon, alors c'est sûr que ça fait un moment qu'il est à Miami maintenant, mais rappelle-toi, le départ des Bulls, c'était pas ouf ouf. Celui de Minnesota, encore moins. Philly, c'était un peu particulier. Finalement, bon, l'aventure avec Miami arrive, mais depuis qu'il y a eu, depuis que Pat Riley, en fait, moi, depuis que Pat Riley l'a remis en place l'année dernière, là, ça sentait pas, ça sentait pas ça sentait pas très très bon, quoi. C'est deux personnages totalement, c'est incompatible les deux caractères comme ça. On le sait en plus que Pat Riley, il s'était pas gêné pour remettre en place tout le monde tout au long de sa carrière, que ce soit d'entraîneur ou de dirigeant. Bon voilà, je suis pas surpris, je suis surpris en 2025 que des joueurs obsédés par leur legacy, obsédés par la trace qu'ils vont pouvoir laisser, puissent flinguer finalement leur legacy parce que
on est plus proche de la fin du début, Théo. Je suis désolé de te le dire pour Jimmy Butler, mais on va se rappeler de ça. On va se rappeler de ça. On va se rappeler de ces bras de fer, de ce mauvais. Enfin, malheureusement, après, évidemment, dès qu'on pose sur la table et qu'on prend le temps de discuter. Mais en 2025, on ne prend plus le temps de discuter. Tu sais quel est le problème. Et donc, j'ai peur qu'on se rappelle de ça. Et je trouve que c'est étonnant. Il va falloir donc laisser passer du temps avant qu'on puisse dire, bah tiens, le 21 ou le 22 de Miami, on va le retirer au plafond parce que bah, tout le monde va avoir les glandes, parce que ça se finit mal. Voilà, je trouve ça. Je suis surpris, moi, de voir la manière dont encore aujourd'hui, à l'ère de la communication à outrance, il soit capable de dire, enfin, de faire des trucs comme ça. Des trucs qu'on voyait, enfin voilà, qui paraissaient aberrants il y a quelques années. On va pas faire les vieux cons, mais c'est vrai qu'on était moins au courant aussi des négociations. Ouais. Dans les années 90-2000, on était moins au courant de ces trucs-là. Moi, par exemple, tu vois, on parlait de Kobe, les bras de fer qu'il y avait eu, comme quoi il voulait partir à Chicago et tout. Moi, j'étais absolument pas au courant. J'avais appris ça sur le tard, bien après, parce qu'on n'avait pas accès à ces informations-là forcément si on n'était pas vraiment dans le cœur du réacteur. Donc voilà, je suis un petit peu déçu, un petit peu surpris. Déçu parce que du coup, ça rappelle les mauvais bras de fer du foot, tu sais, avec les gars qui font la gueule, qui sont suspendus, voilà, parce que tu trouves. C'est un peu naze, c'est un peu naze. Voilà, c'est dommage parce que tout le monde y perd. Lui, Miami, y perd de ne pas faire jouer Jimmy Butler. Bon, voilà, tant pis. Ouais, c'est clair. Non, non, t'as raison. Après, je suis quand même un peu partagé sur le côté, tu sais, ça s'est toujours mal terminé. Parce Non, pas qu'au bout du toujours, mais compte. c'était Non, non, mais toujours un peu chaud, quoi. ouais, ouais, non, mais je sais, c'est aussi la réflexion, tu vois, que m'a fait un pote et puis qu'Antoine faisait récemment. Mais au bout du compte, je trouve que c'est pas tout à fait totalement exact. À Chicago, ce que Chicago voulait pas lui donner son argent en disant, de toute façon, ce mec-là, c'est pas un gars qui nous permettra de passer un cap. Donc là, c'était pas de son fait, en fait. C'est clairement les Bulls qui sont. Enfin, voilà. Encore une fois, hein, c'est la stat que je ressors. Depuis, Jimmy Butler, elle a fait 2 finales NBA. Les Bulls, ils s'en sont pas vraiment rapprochés. À Minnesota, oui. Minnesota, là, je partage parce qu'effectivement, ça s'est vraiment mal passé. Je sais pas de qui c'était le plus la faute, mais là, il était acteur du fait que ça se passe mal. Aux Sixers, c'est un peu la même situation qu'aux Bulls, finalement. C'est une équipe qui a pas voulu parier sur lui en se disant, bah non, c'est pas, il mérite pas l'argent qu'il demande. Là, c'est un peu différent. Oui, mais Miami, je est-ce que c'est comprends pas que. une manière de dire que ça se finit pas très bien? Quand tu dis à un joueur, moi, je considère que tu mérites pas l'argent que tu demandes. C'est une manière de dire aussi, bah, on compte pas vraiment sur toi. C'est pas pour un joueur de la trempe de Jimmy Butler, c'est pas incroyable parce que du coup, lui, bah forcément, il a un ego qu'on connaît. Bon, c'est un peu, je comprends que soit vexant et qu'il parte un petit peu finalement un peu la queue entre les jambes. Mais bon, ça Non, mais n'empêche t'as pas sa raison, valeur. c'est que ça s'est mal fini, mais là, dans ces deux occasions-là, enfin, de ces deux exemples-là, je suis pas sûr que ça soit de son fait, en fait. C'est plus ça, ou uniquement de son fait, que ça soit principalement de son fait. Si les Sixers avaient dit, bah non, on garde pas Tobias Harris et on mise à fond sur Jimmy Butler, je vois pas pourquoi Jimmy Butler serait parti, d'autant que Embiid et lui s'entendent super bien, Ouais, ouais, visiblement. bien sûr. Embiid, ça fait 5 ans qu'il laisse entendre qu'il est dégoûté que Butler soit pas resté. C'est plus ça, quoi. Mais en tout cas, oui, pour Miami, là, je sais pas, il faudra attendre avant qu'on ait vraiment tous les détails, parce que là, c'est un petit peu, tu sais, c'est un peu comme dans un cas de divorce où chacun sort ses arguments coup de poing, etc. Donc on verra par la suite. Mais je suis quand même déçu que ça se termine comme ça. Je pensais que, tu vois, effectivement, quand Pat Riley et lui sont un peu accrochés en fin de saison dernière, je pensais que c'était plus le côté à Miami, c'est un peu tough love, du genre, tu sais, on se dit les choses clairement, mais que derrière ça a fonctionné. Mais effectivement, je suis complètement planté sur ce coup-là. Ouais, à suivre. À suivre rapidement en plus. Ouais. Qu'est-ce que t'as d'autre? Moi, j'aimerais en 2025 qu'on arrête de tout le temps dire que la NBA c'est nul, le niveau c'est nul, le jeu est édulcoré. Voilà. J'aimerais qu'on se rende compte. Il y a des stats qui sortent depuis le début de la saison qui sont assez symboliques de ça. Trae Young, il est à 12,1 passes de moyenne cette saison. Stockton était à 12,3 en 95.
Juste à titre de comparaison, Victor qui a 3 blocs 91 alors que The Morning était à 3 blocs 91 en 99 et Stockton était en 89, sa meilleure saison, 3,21 aux Steals et Dyson Daniels, lui, il est à 3,12. Donc ça prouve que, ça finalement, ça défend. Deux, il y a des stats qui sont assez impressionnantes encore. Alors, monde de stats, certes, il y a des joueurs, ok, on va me dire, Trae Young, il cherche aussi ses stats, machin. Bon, il n'y a pas de problème, j'entends ces arguments-là. Mais vous en avez parlé plusieurs fois avec Shai et Antoine. La dimension athlétique, ce qu'elle est aujourd'hui, elle est complètement folle par rapport à certaines années. Mais voilà, moi, je suis pas d'accord avec une saison régulière, c'est une saison régulière. Voilà, faut l'accepter une bonne fois pour toutes. Je mets quiconque au défi de me sortir que ça jouait dur en saison régulière sur un Charlotte Golden State en 1994. Voilà, sortez-moi le match, montrez-moi le score, on en reparle et on regarde les highlights ensemble et on en parle. Faut arrêter avec ça. Les playoffs, c'est ce que c'est. Voilà, une fois que ça rentre dans le jeu, ça rentre dans le jeu. C'est comme si vous me dites au foot, les qualifications pour la Coupe du Monde et la différence avec la Coupe du Monde. Ça n'a rien à voir. C'est pas, on n'est plus sur sur le même schéma, sur le même système de jeu. Voilà. Donc j'aimerais qu'on leur lâche un peu la bride là-dessus, qu'on les laisse faire, mais qu'on leur lâche pas complètement parce que c'est bien aussi de montrer ça et d'avoir une saison régulière intéressante. Et ça amène à mon souhait premier, c'est d'avoir de beaux et de jolis, vraiment de beaux NBA Games à la fin du mois à Paris. Là. Ça, ce serait vraiment chouette. 2 beaux matchs avec des prolongations, avec un buzzer beater, je sais pas, deux vraies belles confrontations. Voilà, ce qui devrait être cool déjà dans les matchs de Paris, c'est qu'il devrait y avoir de l'ambiance en fait, parce que forcément avec Victor Wembanyama, j'imagine que l'essentiel du public sera pro Spurs, à moins que, je sais pas, il y ait vraiment une communauté des fans des Pacers en France, tu vois, qu'on est sous-estimé pendant toutes ces années-là, mais il devrait y avoir cette ambiance-là, parce que ce qui était un petit peu alors décevant, c'est pas de la faute de la NBA, mais quand j'avais eu l'opportunité d'aller voir le Bulls Pistons, c'était cool, tu vois, Zach LaVine, j'étais ravi de voir Zach LaVine en vrai, c'est un joueur technique, DeMar DeRozan parfait, pareil, mais il n'y avait pas d'ambiance, en fait, les gens étaient juste venus voir un spectacle, ils s'en foutaient en fait de savoir si c'était Chicago ou Détroit qui allait gagner, tu vois, t'avais pas ça. Je pense que là, pour les 2 matchs à Paris, les 2 matchs qui se jouent la semaine prochaine, là, par contre, il devrait y avoir de l'ambiance, donc ça devrait être sympa, quoi. Bah oui, avec les Pacers qui vont être un peu piqués de se retrouver avec une salle totalement acquise à leur rencontre, enfin contre eux, et donc on va voir. Puis en plus 2 matchs, c'est sympa. S'il y en a un qui prend une branlée au premier, peut-être qu'il aura envie de se venger au suivant et inversement. Donc à voir. Voilà, j'espère que ce sera chouette. Tu sais, les stats dont tu parlais tout à l'heure, je les ai vus passer aussi, et ce qui m'a le plus fait halluciner, en fait, c'est Stockton. En fait, c'est vraiment un des joueurs les plus cotés de tous les temps, parce qu'en fait, il se retrouve là dans 2 des stats que tu as cités. Et pour le coup, quand même, si tu compares avec l'époque actuelle, que ce soit les passes décisives ou les interceptions, c'est quand même des matchs où il y a moins de possession, quoi. Donc c'est encore plus limite, il faudrait un convertisseur, tu sais, comme pour les trucs où tu regardes combien d'anciens francs feraient, enfin, je parle même pas des anciens francs que nous dont nos grands-parents nous parlaient, Pierre Armand, mais combien les francs de l'époque feraient en euros aujourd'hui, il faudrait la même chose avec les stats de Stockton, quoi. C'est assez fou. L'autre jour, j'ai revu le flu game là, à Noël, et on voit qu'en fait, côté Chicago, on voit essentiellement Jordan sur ce match-là, parce qu'évidemment, tu fais plus attention, hein, quand tu revois ce match-là, tu t'es collé que sur lui. Et tu ne penses qu'à regarder ses réactions et son body language. Mais côté Jazz, on voit que Stockton. On voit que lui. Tout passe par lui. Enfin, chaque système de jeu, il touche je ne sais combien de fois la balle, même s'il la relâche rapidement, mais tout passe par lui. Tu as l'impression même qu'il touche plus, qu'il est plus le go-to guy sur cette finale-là que Malone. Ouais, super joueur. Moi, j'aimais beaucoup Stockton, malgré tout. Malgré le côté un peu rébarbatif du Jazz, mais ouais, Stockton, c'est impressionnant. Et encore, on en a déjà parlé ensemble, Pierre Armand, mais il a certains records, je pense, qui sont pas prêts d'être battus. Hein. Ces records d'interception en carrière, là. Bon courage. Ouais. Allez, moi j'ai un vœu là, mais alors c'est un peu pareil, purement égoïste, parce que je suis ravi qu'à titre personnel, Jeff Van Gundy ait retrouvé une place dans un staff NBA, puisqu'il est assistant coach aux Clippers. Mais moi j'ai qu'une envie en fait, c'est qu'ils reviennent commenter les matchs. Doris Burke et Richard Jefferson, c'est sympa,
mais le duo qu'il formait avec Mike Breen, c'était pour moi ce qui se faisait de mieux en termes de commentaires NBA, d'humour, de son côté un peu provocateur. Il me manque énormément, franchement. Voilà. Je suis content qu'il se rapproche à nouveau du terrain. Il l'avait fait quand même, parce qu'il était coach de l'équipe de Team USA qui était envoyé pour faire les qualifications, pas celle qui faisait les Jeux Olympiques, mais même s'il était dans le staff, après il était dans le staff bien sûr. Mais ouais, Jeff Van Gundy me manque énormément en commentaire. Je trouve ça un drame, j'y reviendrai après, mais les coupes budgétaires qu'ont fait ESPN, là, si c'était pour donner plus d'argent à Stephen A. Smith, ça me dépite énormément. Surtout que... Alors après, s'il revient avec Mike Breen, on remet pas Mark Jackson, on est d'accord. On garde Doris Burke. Oui, ça on est d'accord. Non, bien sûr. D'accord. Moi, c'est pour ça que pendant des années, j'étais pour que Mark Jackson retrouve un job dans un staff NBA et pas Jeff Van Gundy. Et oui, on est tout à fait d'accord. Parce que c'est Doris... Mais il faut regarder Doris Burke. Doris Burke, elle me fait vraiment penser, tu sais, on va dire, la directrice du lycée... tu sais, qui a envie de se lâcher, mais qui à la fin se dit « Asseyez-vous. Arrêtez de faire du bruit. » Tu es toujours super sérieuse. Mais ouais, non. Les trois, là, ensemble, ça pourrait être très sympa. Ouais, carrément. Je t'avoue que Doris Burke, c'est bien, c'est très bien, Doris Burke. Mais comment dire, il y a des fois allez, je vais le catégoriser comme ça, des phases de Daron qui me fatiguent un petit peu sur les this young man, Ouais, un peu sur le storytelling là ouais, voilà, exactement. Donc je vois exactement ce dont tu parles, Pierre Armand. Donc j'avoue que j'aimais bien le côté vraiment un peu abrasif parfois de Jeff Van Gundy, ça manque un peu quoi. C'est un peu la Grace Musso de Parker Lewis ne perd jamais. Très très bonne référence. Très belle référence, ça, Pierre. Moi, en 2024, je rêve d'un trophée pour Russell Westbrook. 2025, alors. 2025. 2024, c'est trop tard, Pierre. Désolé, mais pour 2024, ça va pas le faire. 2025, voilà. Je rêverais d'un trophée pour Russell Westbrook. Rien que pour l'interview d'après-match sur le terrain. Rien que pour les photos avec le titre. Rien que parce qu'il mérite, voilà. Je suis... Il est toujours aussi horripilant parfois sur un terrain, hein, c'est-à-dire Marsupilami qui pète un câble complètement. Mais j'ai rarement vu un joueur, voilà, tu sais, tu parlais de la saison régulière, certains qui font attention, pas attention. Enfin, c'est fou, l'énergie encore de Russell Westbrook, quel que soit le moment, quel que soit le match, quel que soit l'adversaire, quel que soit l'instant. Voilà, il y a eu une NBA Cup pour Damian Lillard, j'aimerais un titre pour Russell Westbrook. Aussi, je voudrais le voir soulever un truc cette année. Et puis, je trouve que ce duo avec Jokic est extra. Alors, certes, il manque Aaron Gordon, hein, qui n'est pas là, donc il prend plus de place. Mais ça marche tellement bien, je veux dire, avec un type qui couvre autant de terrain que Russell Westbrook, qui n'est jamais en attente de quoi que ce soit, qui coupe encore aussi vite, qui a un démarrage aussi puissant. Bon, avec un mec comme Jokic, quand il est... tête de raquette qui tourne la tête à droite à gauche, c'est sûr qu'il va le trouver sur une coupe, c'est sûr qu'il va le trouver, ça doit être du bonheur. Puis il sort des stats assez folles, les deux matchs en triple-double, les deux premières fois de l'histoire, d'ailleurs ça j'étais étonné, je savais même pas que c'était le cas, c'était la première fois de l'histoire, mais voilà, j'aimerais le voir. Je pense que parmi les joueurs qui n'ont pas de bague encore, actifs, les légendes anciens MVP qui n'ont pas de bague, c'est vraiment de loin celui que je préférerais voir gagner. Il est trop sympa en plus. Oui, je partage. Hein. Tu sais, moi, j'ai toujours un énorme faible pour Russell Westbrook. Les Nuggets étaient dans ma liste aussi. Tu vois, j'avais noté que les Nuggets fassent un vrai gros run en playoff. Et c'est vrai que c'est vraiment cool, en fait. Moi je trouve ça plutôt une bonne pioche, en fait. Quand les Nuggets l'ont pris cet été, Russell Westbrook, je sais que beaucoup de gens étaient un peu sceptiques de voir comment il allait pouvoir se fondre dans le collectif des Nuggets. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il apporte quelque chose que Denver a pas du tout, en fait. C'est ce dont tu parlais, espèce de boule d'énergie qui est prêt à jouer à 2000% chaque possession. Et ce qui est intéressant, c'est de voir... Alors, je pense que la blessure d'Aaron Gordon a aidé aussi, parce que du coup, il a réintégré le 5. Il a gagné plus de minutes, mais
maintenant, les automatismes dont tu parlais entre Jokic et Westbrook, c'est un régal en fait de les voir jouer tous les deux. C'est surprenant parce qu'encore une fois, tu dis bon, sur le papier, c'est tous les opposent et au bout du compte, dans le jeu, il y a vraiment de plus en plus de choses qui les rapprochent. Là, Aaron Gordon vient de commencer à revenir. Moi, je suis curieux vraiment de voir ce que va donner la deuxième partie de saison des Nuggets. La seule, j'en parlais un peu avec Antoine. Chose qui me fait, où je me pose un peu la question, c'est de voir comment ils vont gérer les rotations. Et si, parce qu'en fait, Westbrook, dès qu'il est dans le 5, il est bon avec les Clippers. Quand il était dans le 5, quand il y avait tous les blessés, il est bon avec eux et il aide l'équipe à gagner. Et là, à nouveau, le fait d'être dans le 5 de départ, il aide énormément ces Nuggets. J'attends de voir ce que va donner cette deuxième partie de saison. Mais j'aimerais vraiment un beau vrai run en playoff pour les Nuggets, pour Westbrook, tout comme pour Jokic. J'espère vraiment qu'ils auront l'opportunité de faire ça, quoi. Ouais, moi je suis puis j'étais le premier au début à OKC de le trouver un peu individualiste, un peu tu vois sur ses stats, mais bon, après voilà, tu finir une année en triple-double, finir 2, c'est une chose, finir 3, enfin tu peux pas dire je vais travailler mes stats sur 82 matchs, ça n'existe pas, tu le fais sur 2, 3, mais bon, bref, ça c'est une chose. Et puis finalement, tu te rends compte qu'à chaque fois il se faisait il était le premier fusible, celui on disait toujours mais lui, il dit jamais rien. Tu vois, quand il quitte un club, il règle pas des comptes en disant, bah lui, eux, c'est des cons, c'est des machins, ils m'ont maltraité. Il dit jamais rien. Donc, je pense que, franchement, il mérite parce que, voilà. Et j'espère, franchement, et réellement que le 0 sera retiré. Ok, si, j'ai peu de doutes là-dessus, hein, mais voilà. Et je serais ravi. J'ai hâte d'entendre son discours d'entrée au Hall of Fame aussi parce que c'est vraiment un personnage à part et diablement attachant. Moi, j'enchaîne avec un autre vœu, alors un peu dans la même lignée que mon précédent au sujet de Jeff Van Gundy, toujours avec ESPN en ligne de mire. J'espère qu'on va retrouver Zach Lowe et son podcast bientôt, que ça soit sur The Ringer, là où tout semble laisser entendre qu'il devrait rebondir, ou autre part, peu importe. Mais moi, ça me manque, ça reste quand même... finalement, son absence... met encore plus en valeur à quel point finalement je pense que c'est vraiment le meilleur dans ce domaine-là. Voilà, ces podcasts, moi j'en ratais pas un. Là j'imagine qu'il en profite pour faire un break. Je lisais tout à l'heure, là je cherchais un petit peu les raisons, enfin voir s'il y avait des pistes qui ressortaient. Certains avançaient le fait que peut-être que dans son licenciement il y avait le fait que de toute façon il était payé jusqu'à la fin de saison quoi qu'il arrive, ou quelque chose comme ça qui ferait qu'il serait pas si pressé que ça de retrouver du taf. En tout cas, voilà, j'espère quand même qu'il ne faudra pas attendre le début de la saison prochaine pour retrouver ces podcasts et qu'on pourra rapidement le retrouver. C'est vraiment une voix qui manque, je trouve, dans le paysage. Ouais, je suis d'accord, totalement d'accord. Pourtant, il y en a tant et plus, hein, et de plus en plus. Donc, je suis bien d'accord avec ça. Moi, j'aimerais que la NBA, la WNBA deviennent totalement des opposants politiques en 2025. Parce que quand on voit le travail fait par Adam Silver, par la WNBA sur l'inclusion, sur la tolérance, etc., et ce qui arrive le 20 janvier, alors ceux qui veulent se déchaîner sur moi en disant on est là pour parler basket, pas politique, je parle pas de politique, je parle juste d'un fait établi et de craintes qui sont relayées un petit peu partout et à juste titre et dans la ligue également. Voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se gérer et parce qu'on connaît la haine portée et vouée par certains futurs dirigeants à une institution comme la NBA. Donc voilà. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, comment Adam Silver va gérer ça. Je sais qu'il le fera merveilleusement bien, comme il fait beaucoup les choses depuis le début. Mais voilà, je ne suis pas très optimiste. J'ai hâte de voir comment vont réagir et encore plus la WNBA, franchement, parce que ça ne va pas être simple. Ouais, c'est clair. Après, je pense que... Ils vont pas être interdits, attention, hein, on est bien d'accord. On n'a pas de risque d'interdiction. Mais voilà, ça va être dans un drôle de monde que ces gens-là vont évoluer maintenant. Et j'ai hâte de voir comment ils vont prendre la place. Ou en tout cas, essayer de la garder. J'imagine que la manière dont ça s'était produit là, pendant le précédent mandat de Trump donne une indication quand même. Tu vois, c'est pas le même.
Ouais. Il y avait une majorité qui n'était pas forcément pour lui. Il n'y avait pas tous les pouvoirs. Il n'était pas en roue libre en se disant c'est le dernier, je fais ce que je veux. Donc il y a vraiment un problème de communication en plus sur les réseaux avec la manière dont les gens vont pouvoir s'exprimer. Enfin voilà, j'ai hâte de voir comment la NBA va... Enfin, j'ai pas du tout hâte, hein, je vais te dire. Non, non, mais je comprends. Tu vois ce que je veux dire? comprends. J'ai Ouais. absolument pas hâte que ça arrive, T'es curieux de mais voir comment je ça suis va. curieux de voir comment Mm. ça va se passer. Je reste totalement positif et j'espère que tout va bien se passer, j'en suis persuadé. Mais voilà, ça peut être simple tout ça. C'est vraiment une plongée dans l'inconnu qui me terrifie un petit peu pour 2025. Je t'avoue, je ne vais pas te mentir. Comme tu parlais de WNBA, ça me fait penser, là, je le glisse, mais il y a, tu sais, il y a la nouvelle ligue de 3-3 qui s'appelle Unrivaled, qui va bientôt débuter, la ligue de Ouais. 3 contre 3 de basket féminin qui a été lancée par Brianna Stewart et Nafisha Collier. Je cherchais les dates pour voir quand ça commençait, quand commence la Ah, mais c'est saison, mais bientôt. c'est pour bientôt, C'est bientôt, hein, je 17 crois que c'est. janvier. Ah Ah bah ouais, c'est c'est ça, là, bah, hein. ça aura commencé. Alors du coup, on enregistre ça jeudi, donc ça aura commencé quand vous entendrez ça. Je suis curieux de voir ce que ça va donner là. Je t'avoue que le 3-3, je trouve ça sympa à pratiquer. C'est pas la discipline quand même qui me passionne le plus à regarder, mais je suis quand même assez curieux de voir à quoi ça ressemblera déjà, quelle sera la couverture, et puis si ça saura susciter un engouement parmi le public. Parce que voilà, c'est vrai que la WNBA là, qui est en pleine expansion, et ça devrait poursuivre, c'est une ligue qui est très courte. Et l'objectif quand même, notamment pour les joueuses américaines, c'est de pouvoir espérer avoir une ligue professionnelle qui leur permette de passer toute la saison aux États-Unis et pas forcément pour une bonne partie d'entre elles de voir les jouer en Euroleague le reste de l'année. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner cette ligue. Ouais, moi aussi, c'est intéressant. Alors bon, après, on va pas se mentir, hein, c'est essentiellement du show, hein. Il va falloir des années pour que ça se mette en place et pour qu'il y ait un engouement et un intérêt du public, mais des joueuses elles-mêmes, parce que forcément, du 3-3, c'est pas un titre, on va dire, aussi glorieux que le titre de WNBA. On va voir comment l'engagement de la chose, comment ça va se passer. Aucune idée. Ouais. Mais c'est Euh, intéressant. Ouais, carrément. Non, carrément. Donc, encore une fois, là, quand vous entendrez ça, les matchs auront commencé, donc vous aurez déjà un élément de réponse supplémentaire à ce que nous, on peut avoir. Euh, Moi, j'aimerais bien que vraiment, au début de saison, je m'en fichais un peu. Maintenant, j'aimerais vraiment bien que les Spurs participent soit au play-in, soit au play-off, Ouais. parce que j'ai envie de voir, j'ai envie de voir Chris Paul et Victor Wembanyama en situation réelle, entre guillemets, avec de l'enjeu, avec de la gestion, de l'adaptation match après match. Donc, ouais, j'aimerais vraiment bien. Maintenant, je pense que ce serait vraiment intéressant pour la dynamique de l'équipe et pour celle de Victor, qu'on puisse les voir jouer des matchs vraiment en jeu en fin de saison. Bah ouais, parce que Victor, il va finir par s'emmerder. Tout simplement. Chris Paul, c'est pareil. Ils vont finir par s'emmerder à jouer des matchs de saison régulière. Eux, ils savent ce que c'est. Quand tu sors d'une année en plus de Jeux Olympiques où tu as touché à part une finale NBA, le Graal ultime en matière d'intensité et d'enjeu, oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important parce que pour le développement de Victor et sa sérénité d'esprit, c'est très important. Parce que sinon, en effet, et c'est normal, l'impatience va commencer à le gagner. Il faut pas. Il faut surtout pas. Un Victor impatient, j'ai pas envie de voir ça. J'ai toujours peur du joueur qui devient impatient et qui force et qui s'agace, tu vois, comme avait pu l'être, comme l'a fait par exemple Joel Embiid, tout simplement. On a vu la manière dont il peut s'agacer, dont il peut être une frustration. Un joueur de 21 ans frustré, c'est jamais bon, hein. Donc ouais, j'aimerais bien voir ça. Ou alors, en tout cas, qu'ils s'en rapprochent et qu'ils se disent, putain, ça s'est joué à rien, et ce rien, on va l'adapter. Mais malgré tout, Chris Paul n'est pas éternel. Donc, à un moment, il va vraiment falloir qu'il trouve autre chose, parce que la Chris Paul dépendance et le switch qui est fait avec Chris Paul, il va falloir trouver une solution pour la pérenniser, parce que lui, il n'est pas éternel.
Chris Paul, là, j'ai vu une action, là, c'était dans le match de la nuit de mercredi à jeudi entre les Grizzlies et les Spurs. C'est les Grizzlies qui sont imposés, mais il y a une action qui symbolise tout Chris Paul, où tu sais, il y a Zach Edey qui tombe au sol avec le ballon, il y a Victor et Chris Paul qui se précipitent pour essayer de lui arracher la balle des mains, et quand Chris Paul voit que Wembanyama a les mains sur le ballon, il retire les siennes, mais sur le coup, en fait, Wembanyama est surpris, donc il retire les siennes aussi, et Chris Paul lui remet littéralement les mains sur le ballon pour que l'entre-deux qui se joue derrière soit entre Wembanyama et Zach Edey, et pas entre Chris Paul et Zach Edey, mais ça symbolise ce côté cérébral de Chris Paul. Il est quand même hallucinant sur ces trucs-là. Ah bah moi tu connais, tu sais comme j'ai envie de brûler son effigie à chaque fois. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on aimerait, enfin tu vois, moi joueur de petite taille, qu'est-ce que j'aimerais ressembler à Chris Paul. Tu vois, c'est débile d'avoir cette haine viscérale de Chris Paul, alors que s'il y a un joueur à qui j'aimerais ressembler, c'est-à-dire avec mes capacités, puisque j'ai pas Chris Paul physiquement aujourd'hui, il n'est pas quelqu'un qui saute haut, qui quoi que ce soit, mais voilà, c'est comme ça que j'aimerais jouer. C'est comme ça que j'aimerais jouer. Donc ouais, c'est vraiment. Et quand Victor était arrivé, la première personne à laquelle on avait pensé, c'était bien à Chris Paul, pour un joueur type Chris Paul pour l'encadrer et de voir qu'il est là. Ouais, c'est génial. Vraiment super. Moi, j'aimerais que LeBron nous surprenne et nous dise bah, vous savez quoi, vous m'avez saoulé au bout de 20 ans, donc je vais le faire, votre putain de concours de dunk, et qu'il le gagne. ça serait fou. Ça serait complètement fou. Et qu'on ait un gars à 40 piges, un gars à 40 piges qui le prend, parce qu'il le prend. Moi, je suis sûr. Regarde, Spud Webb, il le prend parce qu'il est petit. Tu vois, parce que si Dominic Wilkins fait le dunk de Spud Webb, il prend 6 à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Il le prend parce que mais LeBron qui fait ça avec le jury, où il a joué avec tous les gars qui sont là, tout le monde va attendre que ça. Et franchement, ce qui pète il y a encore 15 jours ou 10 jours, là, main gauche, il part main droite. Et quand tu vois l'entraînement, quand il envoie il envoie des dunks avec des rebonds à l'échauffement, moi, il le prend. Bien sûr qu'il le prend. Donc, j'aimerais trop voir ça. Imagine dans sa legacy de prendre un titre de dunker de l'année à 40 ans. Mais putain, mais vas-y, mais c'est fou. Je suis sûr qu'il le prend. Mais tu sais que déjà, c'est magnifique. Et effectivement, je pense qu'il pourrait le prendre parce que la hype serait juste trop dingue. Sûr. Mais en fait, c'est une super idée même pour relancer le concours de dunk. Il devrait faire une catégorie 35 ans et plus où t'as que Jeff Green, LeBron, les mecs comme ça qui font le concours de dunk. Franchement, ça relancerait tout l'intérêt du concours, quoi. Non, mais vraiment, mais c'est pas un truc où il l'annonce maintenant. Moi, je voudrais un truc où. Oui, surprise, quoi. Où, genre, d'un coup, tu sais, il enlève son truc et il débarque. Tu sais, la salle, elle s'éteint. Tu sais, comme dans le catch, quand t'as l'Undertaker qui arrive, t'entends le gong et il arrive. Là, un truc, voilà. Mais un truc fou. Parce que regarde, Blake Griffin, quand il met sa bagnole, où il met I Believe I Can Fly, il le prend, mais parce qu'ils peuvent pas ne pas lui donner avec cette mise en scène. Là, c'est pareil. Ils peuvent pas ne pas lui donner, à moins qu'il rate tout. Ou qu'il fasse une roulade avant, comme avait fait, je sais plus qui. Mais voilà. Ou Isaiah Ryder, ou je sais plus qui avait fait ça, tu te rappelles Michael Finlay. Quand il y avait la roue, je crois. Je me rappelle, c'est pas quand il y avait la roue. Non, t'as raison, Michael Finlay, c'est ça. Michael Finlay essayé de faire la rondade de. Ridicule. Bon, voilà. Ah non, franchement, t'imagines. Non, mais imagine le truc, ce serait l'image de l'année. Et qui gagne. En plus, il y aurait des photos complètement dingues, parce qu'il a encore la tête au cercle, de lui avec la tête au cercle. Oh. Ouais, bon, bref, j'en ai des frissons. Très très bien vu. Et ça serait effectivement, je suis carrément pour. Tu m'as convaincu là-dessus, carrément. Moi, qu'est-ce que j'avais noté? Allez, toujours sur le côté un peu franco-français, malgré tout, ouais, j'aimerais bien que Zachary Rizaché ait plus la balle en main quand même du côté des Hawks, et que notamment, voilà, qu'il ait l'opportunité de jouer un peu plus à la création. Parce que là, c'est intéressant quand même ce qu'il montre, ce qu'il fait, mais ouais, j'aimerais bien le voir plus dans un rôle décisionnaire que simplement dans un rôle de finisseur. Après, c'est dur, tu le disais, Trae Young qui fait une année assez dure en termes d'adresse, mais à la passe qui est excellent à la passe. Ce que je trouve intéressant, parce que moi, c'est quand même une de ses qualités principales, je trouvais qu'elle avait été un peu oubliée sur ses premières saisons. Donc ouais, j'aimerais bien ça. Je sais pas si on le verra. J'attends de voir quand même. Je continue de penser que Atlanta fera un trade avant la deadline. Donc j'aimerais bien le voir. Ouais, plus ballon en main, jouer des pick and roll, créer pour les autres ou créer pour lui, mais un peu plus, ouais, voilà, décisionnaire du jeu. Ouais, je suis d'accord. C'est pas une année facile pour lui, surtout.
Après l'année où Victor justement est arrivé, a eu tous les ballons en main, et on disait qu'il n'en avait pas assez l'année dernière. Donc légitimement, il pouvait penser qu'en étant drafté si haut, il puisse avoir le même type de traitement. Mais voilà, c'est peut-être la difficulté aussi d'arriver numéro 1 draft dans une équipe où il y a déjà une superstar, parce que Trae Young est une superstar malgré tout, quoi qu'on en dise. C'est peut-être pas quelqu'un qui va faire le cut pour aller faire des campagnes avec Team USA, parce que, notamment cet été, parce qu'il y a Steph qui est là et que malgré tout, il sera prioritaire. Mais non, c'est pas une année simple. C'est pas une année très simple pour les Français. Je vois. Bon, alors le pauvre il est dans une équipe foireuse, mais Bilal Koulibaly, il fait pas une grande. Tu vois, c'est pas une saison facile pour lui par rapport aux espoirs qu'on avait l'année dernière. Il était bien Et parti pourtant. Il était très bien ouais, parti en début de saison, et puis derrière, ça s'est un peu essoufflé, effectivement. ouais, ça s'est un peu essoufflé. J'ai vu récemment Washington, alors pas pour regarder Washington, mais je sais plus contre qui il jouait. Et je le vois timide, il est là, ils savent pas personne ne sait quoi faire. Mais du coup, c'était contre Philly, je crois, où il se prend ce fameux contre de Gershon Oui, de Gershon. à la Ouais. fin, qui est très symptomatique finalement. Euh, voilà. Et ça en amène mon nouveau vœu. J'espère que, même si j'espère qu'un jour Washington reviendra, se sentira mieux, j'espère de tout cœur qu'ils ne prendront pas le premier tour de draft. J'ai pas envie de voir Cooper Flag arriver là-dedans. J'aimerais le voir arriver dans une équipe qui a un gros coup de chou. Mettez-moi Cooper Flag aux Bulls, s'il vous plaît. Ça me ferait kiffer de le voir jouer avec Zach Lavine, Kobe White, ces gars-là. Voilà. J'aimerais j'ai pas envie qu'il arrive dans un marasme, vraiment ouais, c'est ça, hein, c'est le swamp ultime, quoi. Puis t'as pas envie, puis je pense que t'es Cooper Flag, t'as envie de tout sauf d'aller à Washington. Ouais. Ouais, non, je partage. J'ai entendu, je crois que c'est Jacques Monclar à qui on passe le bonjour d'ailleurs, qui était complètement d'accord avec toi, Pierre Armand, là, sur le fait qu'il voulait pas voir Cooper Flag au Wizards. On va voir, c'est vrai que la loterie, elle va être intéressante cette année, un petit peu comme il y a 2 ans. La loterie sera peut-être plus intéressante que le soir de la draft. Enfin, j'exagère un petit peu, mais parce qu'on sait déjà, quand même, c'est déjà quasi plié qui sera le premier pick. Mais ouais, la loterie, ça va être intéressant. Il y a juste quand même, faut noter quand même que Alexandre Sarr montre des choses intéressantes à Washington. C'est Lui, vrai. pour le coup, c'est un peu l'inverse, quoi. Tu sens qu'il y a l'acclimatation en train de se faire et qu'il montre des choses de plus en plus intéressantes. Mais j'espère que Bilal va rebondir après le break aussi, parce que c'est pareil. Les Wizards, ça n'a pas de sens vraiment de continuer avec l'effectif tel qu'il est. Donc, c'est une des équipes qui, à mon avis, va faire il y aura des trades avant la deadline, donc ça peut aussi libérer à la fois des minutes, mais aussi donner des responsabilités à certains joueurs. Donc j'espère que ça sera le cas pour nos Français Ouais, de ouais. Washington, en tout cas. Complètement, complètement. Qu'est-ce que j'avais noté de plus? Moi, après, j'avais surtout des choses un petit peu hors basket. Je sais pas si toi, il t'en restait des trucs purement... Enfin, des trucs sur le basket, purement... Non, on est raccord. Ouais, bah écoute, moi j'avais noté tout en haut de ma liste une réunion en live des 2 principaux présentateurs du Hoop Culture, mais ça je pense que ça devrait pouvoir se faire. Ouais, mais moi aussi, alors c'est complètement fou ce que tu dis, parce que mon premier truc hors, c'était de dire un voyage ou vraiment un truc ou culture où on vous fait un truc un petit peu particulier, où on va en direct voir un petit peu ce dont on vous parle tout le temps. Alors, si on allait, voilà, je pense qu'on rêvait, on en a parlé hors antenne, de se retrouver à New York tous les deux, d'aller faire un tour des playgrounds, de vous montrer un petit peu de quoi on vous parle à chaque fois, le ressenti qu'on a, d'aller à la rencontre d'aller dans les locaux de Wax Poetics, d'aller voilà, de faire ces choses-là. C'est sûr, mais une simple réunion, un café, ça me va très bien. Ouais, très bien, mais ça devrait pouvoir s'organiser, en tout cas j'ai bon espoir. Euh, Voilà. Écoute, en fait moi, j'ai été hyper égoïste dans tous mes vœux pour 2025, je m'en rends compte là, vraiment, ça me saute aux yeux. J'aimerais bien, moi, retrouver un peu de temps pour lire. Là, pendant mes vacances, je t'avoue que mon grand kiff, ça a été de couper les écrans et de pouvoir avoir du temps pour lire en détail tout un tas de trucs, réécouter de la musique en étant un peu plus concentré qu'en étant en train de faire 50 000 trucs, finir de bosser, partir chercher les enfants, préparer l'entraînement, etc. Donc ça, j'aimerais bien me trouver des plages de temps pour ça, et j'ai le sentiment que finalement on est tellement écartelé entre nos obligations, nos loisirs parfois, et puis avec que ce soit les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, on est tout le temps bombardé de choses qu'on se dit qu'on doit faire.
et trouver des vrais, tu sais, des soupapes pour vraiment se couper et se poser sur une activité pleinement sans être dérangé. Je pense que pour la santé mentale, c'est important. Donc voilà, j'espère que cette année, je vais pouvoir me ménager ce genre de choses. Et ben peut-être qu'avec si ton vœu est exaucé, peut-être que tu pourras profiter du mien. Nouveau vœu pour l'année. Je fais presque le même depuis quelques années. Un album des Roots, s'il vous plaît. Ah oui. J'aimerais un album des Roots, comme ça. Cette semaine, dans l'émission Ringtime sur Radio Grenouille, dans la chronique Under the Radar du bijoutier, il nous a parlé de l'album Do You Want More qui fête ses 30 ans cette année, en 2025. On écoutait Mellow My Man, mais tu sais, on écoutait ça, et puis tu sais, c'était des réflexes. On se regardait tous les deux, et puis on faisait ouh, Je vois très. what, damn. Puis tu sais, t'écoutes, et puis au bout de 2 minutes, tu fais ouh. Et en fait, enfin, c'est tellement fort encore. Et donc, j'aimerais un bel album des Roots, une tournée derrière. Voilà. Bon, ça fait des années qu'on l'attend, mais heureusement qu'on les voit tous les jours. Un peu Jimmy Fallon, ça fait qu'il reste un petit peu, il reste un petit peu avec nous. En même temps, ils doivent prendre tellement de thunes là-bas qu'ils ont peut-être pas le temps de partir en tournée. Mais voilà, donc j'aimerais voir un album des Routes, sachant qu'une autre légende revient en 2025, fin janvier 2025. Il y a Simon Day qui revient avec un nouvel album qui s'appelle Renaissance, qui est la suite logique de Promised Heights, qui était sorti en 1974. Donc voilà, 50 ans plus tard, alors c'est peut-être pas, ça va pas être les mêmes, mais c'est sûr, mais avec la même typographie, le même artwork, etc. C'est quand même un événement en soi, et les 3 premiers titres qui sont sortis là déjà en preview, c'est pas mal, ça donne envie. Il devrait y avoir une tournée, hein, si je me trompe pas, en plus, qui devrait accompagner l'album. Mais ça, Ouais. ça pour le coup, c'est vraiment le. J'avais raté Mandrill, qui avait annoncé une tournée il y a une dizaine d'années. Finalement, ils avaient annulé parce que je crois que les mecs n'étaient pas assez en bonne forme physique pour se lancer là-dedans. Mais là, Simon Day en live, je pense qu'aujourd'hui encore, ça doit envoyer de dingue. Donc ça je vais me le noter clairement, quoi. Mais oui, ne pensez pas que quand vous voyez passer pas loin de chez vous Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang et tout, ce soit des alors certes, c'est pas tous les mêmes, il y en a peut-être un qui est là, mais même si ça a changé, ceux qui ont repris le flambeau, enfin les gars, ça joue, vous avez même pas idée. Donc allez voir ces groupes-là, parce que c'est quand même quelque chose. C'est pas du tout des trucs de tournée des années 80, Star 80, etc. Ouais. C'est vraiment non, c'est des live bands qui sont très solides. Et donc, ce serait et ça amène à ces histoires de concerts, un autre de mes souhaits, d'aller voir un concert à moins de $2000. Ça, ce serait un de mes goals ultimes cette année, c'est de voir un concert à moins de 200 €, s'il vous plaît, plus le voyage, parce qu'évidemment, sur Marseille, il y a moins que chez vous à Paris. Donc voilà, ce serait vraiment. Enfin, heureusement qu'en allant voir des artistes indépendants, c'est pas le cas, mais dès que tu veux voir. Déjà, arriver à y aller, ce serait formidable, parce qu'en 5 minutes, les sites crashent et il n'y a plus rien. Et à des prix un peu normaux, c'est pas gagné. Je partage et je rigole d'autant plus que dans mes cadeaux de Noël, j'ai vu que Teddy Swims, tu sais, que j'avais découvert avec le morceau Loose Control, là, qui est extraordinaire, passait en concert à Paris. Donc je me suis dit, ah bah super, parfaite idée de cadeau. En voyant le tarif déjà le tarif des places était dingue, il restait plus qu'une catégorie, c'était genre 60 € la place, que je trouve déjà hyper cher. Et en plus, dans le descriptif, il y avait marqué visibilité réduite. Et en gros, tu te retrouves derrière un pylône au 62e rang et tu payes 60 € la place pour un concert qui a rien d'exclusif. Tu es dans une espèce d'arène géante. Ouais, enfin là, pour le coup, je me rappelle, alors là, vraiment truc de vieux con, tu vois. Je me rappelle, ça devait être en 92 ou 93, avoir payé à l'époque 195 francs, donc moins de 30 €, mais pour aller voir James Brown. Et déjà, je trouvais que c'était complètement fou comme prix. Et avec mes potes, on s'est dit, bah non, on s'en fout, c'est James Brown, jamais on aura l'occasion de le revoir, etc. Donc, on était encore au lycée, tu vois. Alors là, quand je vois des 60 € pour des trucs pareils, ça me... Ouais, ça... 60 ou plus, hein, encore je te dis 60 €, mais tu sais bien que c'est même pas du tout ce qui se fait de plus cher, mais je partage complètement ton souhait. Oui, non, et puis en plus, plus le merch qui n'a aucun sens au niveau des prix, enfin bon, à la limite, il faudrait que ce soit comme les salles NBA, au moins quand tu arrives dans la salle, tu sais, sur chaque siège, tu as un t-shirt du concert, quoi, avec la date dessus qui est offert. Voilà, donc j'aimerais bien voir ça.
Mais c'est vrai que pour le merch, tu vois, je m'étais fait la réflexion, je te l'avais dit, j'étais allé voir José James en concert. Et donc, il y avait son dernier album, bon, je l'avais pas en vinyle, donc je vois qu'il le vend. Donc, je dis, bon, bah, c'est cool. En plus, là, tu payes, l'argent, il va directement dans la poche Direct, de l'artiste. je C'est vous ce que confirme. tu préfères, en fait. Et en Mm. fait, mais attends, j'ai peur de dire des bêtises sur le prix. Mais en fait, c'était dingue, parce que limite, je payais le même prix ou plus cher que si je l'achetais par correspondance Mm. et je parle pas d'Amazon, hein, même sur un magasin, ou si j'allais l'acheter dans un magasin de disques à côté de chez moi. Je me dis, mais quel sens ça a, en fait, de mettre les trucs aussi chers? Alors que moi, je suis ravi en fait de pouvoir participer au fait que les artistes que j'aime puissent continuer à vivre de leur musique pour qu'ils puissent continuer à faire de la musique que j'aime et ainsi de suite. Mais oui, oui, il y a bon, des fois, il y a des choses, je comprends pas complètement. Ouais, non, il y a pas forcément de logique. Ouais. Tu veux qu'on passe à nos rubriques peut-être, Pierre-Armand, ou il te restait peut-être des vœux Moi, j'en ai une, j'aimerais choper Vas-y. la Kobe 5 Year of the Snake. Alors, le petit ange des sneakers, si tu pouvais me donner une petite win au moment où je vais cliquer là-dessus, parce que la chaussure est magnifique et voilà, j'aimerais bien avoir une petite paire de Kobe. Et cette Kobe 5 Year of the Snake noire et violette, là, on va vous mettre la photo en description, est absolument délicieuse. Bon, bah, c'est tout ce que je te souhaite, hein, Pierre-Armand. Je touche du bois, j'espère que ça va le faire. Ouais. Et tu penses qu'il faudra, si jamais tu peux la choper, tu penses que tu devras te défaire d'un rein, d'une oreille, Ah non, d'une jambe, c'est... je ne chope que au retail, moi. Il faut savoir un truc, je ne chope rien sur le second marché. Soit je l'ai à 180, alors c'est sûr, c'est 180, 190, hein, c'est le prix des Kobe. Soit ce ne sera pas un centime de plus. Ok, Faut très pas, bien. Je vois que monsieur a des convictions et je ne suis des pas José, valeurs. Je voilà, respecte. je ne me fais pas José James May Allez, passons à nos rubriques. Est-ce que tu as un son sur lequel tu as particulièrement vibré cette semaine, Pierre-Armand? Si je te dis des mots qui te font vibrer, si je te dis Griselda. Ah oui, bah forcément, oui, ça me parle. Tout de Ouais, suite. ça te parle, West Side Gun, Conway the Machine qui se mettent avec un producteur qui s'appelle Spectacular Diagnostics. Voilà, c'est West Side Gun qui sort son dernier single qui s'appelle Tommy Snort. C'est alors avec des textes pleins d'humour. L'instru défonce, le morceau est absolument incroyable. C'est un single donc à l'ancienne, c'est-à-dire face A, face B. Donc il y a deux morceaux dans le single. Le second, c'est Richie Way, je crois, ça s'appelle. C'est tout aussi bon. Mais voilà, West Side Gun, je savais pas si tu l'avais vu passer déjà. Non, Mais celui-là, je l'ai pas écouté, ouais. alors, jette-toi dessus parce que c'est vraiment top, sorti la semaine dernière. Ok, bah écoute, je vais aller directement et puis bah du coup ça va être 100% hip-hop parce que moi c'est nouveau. Alors c'était la semaine dernière les 30 ans de cet album dont j'avais parlé une fois je crois quand on avait fait un truc sur les choses sous-cotées là. C'est un de mes albums préférés, l'album Da Shining de Smith Wesson qui vient de prendre 30 ans pile. Donc voilà, ça a pas pris une ride, hein. Donc si vous connaissez pas cet album et que Et vous aimez la bien le... pochette à peine ride quand même. Ouah, vite fait, ça va là. Non, mais cet album, il est incroyable. Vraiment, je vous encourage à aller le découvrir ou à le réécouter si vous le connaissez. Et Smith Wesson qui a sorti justement pour les 30 ans de cet album un nouveau single qui s'appelle Infinity. Putain, j'ai un trou pile au moment où je dois dire le titre, si je me trompe pas, qui annonce un nouvel album. Voilà, moi j'ai kiffé. La prod est signée Crisis, le pote de Nice Wonder. Donc voilà, c'est extrêmement propre. Trop, me disait l'un de mes potes, mais bon, mon pote Romain à qui je passe le bonjour, moi j'ai quand même vraiment accroché. Ouais, c'est ça. Le morceau s'appelle Infinity. Ça annonce un nouvel album de ce duo de Brooklyn et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Le dernier album qu'ils avaient sorti il y a 4-5 ans, je pense, était vraiment très bon. Produit également bah, par toute cette clique de Caroline du Nord, Ninth Wonder, Crisis, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On vous met le lien, bien entendu, comme d'habitude. Si vous aimez Ninth Wonder, je vous conseille d'aller écouter le disque d'un rappeur du Bronx qui s'appelle The Moussalini, qui sorti en 2024. Là, je crois que c'était le quatrième projet. Depuis le 2019, il en a sorti plus d'une Non, vingtaine. ouais. Et le dernier qui s'appelle True Player of the Game, donc déjà le titre nous parle. Et il y a un morceau produit par Ninth Wonder à la fin qui était le track of the week Daytime cette semaine. Je vais vous dire comment s'appelle ce morceau si je le retrouve, parce que vraiment, on a halluciné sur cet instru et ça s'appelle Good Convo avec le featuring de G4 Jag
Et voilà, produit par Ninth Wonder, The Mussolini. On vous conseille vraiment d'aller écouter ça. Alors, il y en a beaucoup qui sortent, hein. Il faut s'accrocher, mais l'ensemble est toujours très cohérent et très bon. J'adore ce flow. Ouais, Le carrément, Bronx. bah, je partage. Il a fait pas mal de trucs avec mon gars Us Kingpin, dont j'arrête pas de vous parler depuis 2 ans, donc je valide complètement l'avis de Pierre Armand. Tout à fait. On enchaîne avec les coups de cœur, peut-être? Coup de cœur, tu parlais d'un podcast tout à l'heure. Alors, on enregistre jeudi, comme je vous disais. C'est un podcast qui est sorti officiellement hier ou avant-hier, donc en début de semaine. D'ici que vous l'écoutez dimanche, vous allez en voir des centaines d'extraits, des centaines d'extraits. Bon, moi, j'adore écouter le podcast New Heights des frères Kelsey depuis un bon moment. Il y avait un extrait avec Bill Murray qui m'avait fait pleurer de rire où en fait, il y a une légende comme quoi Bill Murray, à l'époque de Roadhouse, je ne sais pas si tu vois ce film avec Patrick Swayze, Ouais. et la superbe Kelly Lynch. Et en fait, Bill Murray était copain avec le mari de Kelly Lynch. Et à chaque fois que le film passait à la télé, Bill Murray appelait le mari de Kelly Lynch au moment de la scène où Patrick Swayze bloque la pauvre Kelly Lynch contre un mur, et je vous laisse imaginer ce qui se passe derrière, et il lui disait, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit où le film repassait, il appelait en disant « Mets-toi sur CBS ». Pile au moment de la scène. Et genre, il explique, tu sais, avec la tête de Bill Murray, genre, sérieux ultime, alors que les autres pleurent de rire, que c'est ça être un vrai ami, et que pourtant, à chaque fois, il pèse le pour et le contre. Est-ce que je peux lui faire ça? Et à chaque fois, il appelle en disant, regarde ce que cet enfoiré de Patrick Swayze est en train de faire à ta femme. Et voilà, et donc, ils ont reçu LeBron, hein, Ouais. ça, vous l'avez certainement vu. Et c'est très rare d'entendre LeBron James sur un podcast comme ça. Alors, pas sur un podcast, mais sur un podcast où il se laisse interviewer, où il plaisante, où il rigole, il parle de son fils de manière très libre, en disant il s'est foutu dans cette histoire de basket, mais c'est un type génial, il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de l'argent, tu vois, il parle d'argent en disant d'où il a besoin d'argent, ce gamin. S'il avait voulu être le CEO de mes boîtes, je lui aurais donné les clés sans problème. Il parle de ça, il parle de ses premiers contrats sneakers, que Reebok lui avait proposé 10 millions de dollars, et quand il avait vu la somme, il tremblait avec sa mère, mais il lui avait proposé 10 millions en fait, Reebok, en lui disant tu vas pas voir les autres. D'accord. Il est allé voir Reebok en premier, tu vas pas voir Nike, tu vas pas voir Adidas. Et sa mère lui avait dit attends, s'ils te proposent eux 10 millions, on va voir ce que proposent les autres quand même. C'est clair. Sauf que lui, il dit mais avec 10 millions, j'achetais tout l'immeuble où on habitait avec ma mère. Enfin, ça n'avait aucun sens de voir autant de zéros. Et il dit, je me rappelle, j'étais rentré en voiture, je pleurais dans la voiture tellement je me disais, mais qu'est-ce que je viens de faire? Enfin, voilà. Il raconte plein de trucs comme ça. Librement, il parle de NFL parce que il y a toujours ce fantasme de voir LeBron dans la NFL. Et il dit qu'en fait, c'est en 2008 ou 2011 peut-être, quand il y avait le lockout, qui s'était sérieusement posé la question de savoir s'il y allait ou pas. Et voilà, il raconte plein d'anecdotes marrantes, notamment une quand il avait 16 ans, il était allé jouer avec Jordan dans un gymnase, et Antoine Walker et tout, en disant qu'il était terrorisé, mais qu'il était dans la forme de sa vie, donc il avait fourni pas mal de joueurs, donc c'est LeBron qui raconte ça, mais voilà, avec les deux qui lui rentrent dedans, c'est assez drôle. Et surtout, il raconte une interview, moi ça m'a frappé, parce qu'on parle souvent des 20 ans de LeBron et la manière dont il a géré la pression et dont il a répondu à toutes les attentes. Et une interview avec Bob Costas à l'époque, et qui lui disait vous vous rendez compte que si vous n'êtes pas premier ballot Hall of Fame dans 10 ans, vous serez un bust, quoi. Et il dit mais vous vous rendez compte, vous dites, et lui disait mais de quoi on parle? J'ai 18, 17 ans, j'ai pas joué une seconde en pro et on me dit déjà que je suis un bust si je suis pas Hall of Famer dans 10 ans. Donc voilà, rien que quand tu sais ces trucs-là, voilà, je trouve ça admiratif. Et bon, alors après, il a un défaut, ce podcast, c'est qu'il y a des pubs toutes les 2 secondes. Ils annoncent leurs partenaires. Enfin, sur 1 heure de podcast, tu as 20 minutes où ils annoncent les partenaires. Donc, il faut souvent zapper à coup de 30 secondes, tu vois. Mais voilà, c'était mon coup de cœur, cette interview, parce que c'est plein de bonne humeur. En vidéo, elle est encore plus drôle. Mais voilà, les deux sont plutôt drôles. Et Travis Kelce est plutôt un bon intervieweur en plus, donc c'est sympa.
Ouais, les deux sont drôles, hein. Ouais, les deux Les sont deux, il y a drôles. une bonne dynamique, ils sont très très bons. Moi, j'aime bien ceux où il y a le. J'ai oublié le prénom, c'est honteux là, de la femme de Jason. C'est Jason Kelsey, hein, celui qui a la retraite. Oui, J'ai oui, oublié. c'est Jason qui est à la retraite, c'est C'est Travis ça, ouais. Et qui est Travis qui est avec avec Taylor Swift. Taylor Swift, c'est ça, ouais. Et elle, oui, oui, il y a plein de trucs où ils se mettent en scène tous les deux, où il passe sa journée à dire qu'il va se faire engueuler. Ouais. Ouais, ils sont très bons. On en a déjà parlé, mais le documentaire là sur l'avant-dernière du coup saison de, enfin l'une des dernières saisons de Kelsey là est vraiment passionnant. Vraiment, j'avais trouvé top ce documentaire. Et puis en plus, il y a ils sont de l'Ohio aussi, donc c'était sympa de les entendre Ah, parler de j'avais Cleveland. oublié ça. Ouais, Bien ouais, vu. ouais. Ah oui, oui. Ok. Ouais, ouais, ils Mm, sont de Cleveland, donc c'était mm. sympa de les entendre parler de ça. Et toi, ton coup de cœur? Mais écoute, moi j'ai été gâté. On m'a offert beaucoup de lectures à Noël et donc je les lis au fur et à mesure. Moi, c'était sur une série de BD qui s'appelle Centré sur le pingouin. Voilà, donc j'ai de l'univers Batman, bien entendu, j'ai ces deux tomes-là qui sont Tête qu'il a. signés. Pardon? La tête qu'il a, quoi. Qui sont si- Incroyable. Ouais, ouais, les dessins sont incroyables et c'est signé de Tom King, en fait, auteur de comics incroyables, moi que j'adore. Alors au début, j'étais un petit peu décontenancé parce que c'est un peu lent à se mettre en place. La manière, vraiment, la narration est très très particulière et au bout du compte, je me suis quand même bien régalé. C'est assez marrant de voir comment ce personnage, ben, il y a toute une série. Alors j'ai pas du tout regardé, je sais pas si toi t'as acheté un œil là, mais je sais que la Non. série sur le pingouin là marche très bien, avait eu de très belle chronique. J'ai pas du tout vu, mais c'est assez marrant de voir ce personnage un peu remis sur le devant de la scène avec un historique que j'avais complètement oublié, hein. J'avais un peu oublié la genèse du personnage, mafieux d'une certaine manière et qui ressemble un peu à rien, tu vois. On dirait, là encore, il est très charismatique, mais dans la BD, il y a certaines pages, on dirait juste un pépé de 80 ans, et en fait, c'est une terreur pas possible. Et j'ai pris énormément de plaisir au bout du compte à lire ces deux tomes. Donc, c'est Le Pingouin, tout simplement, tome 1, tome 2, avec Tom King principalement à l'écriture. Et donc, il y a deux tomes, ouais, c'est la collection pardon, chez Urban Comics DC Infinite. Donc voilà, bah écoute, je vous le conseille. Moi, je t'avoue que maintenant, dès qu'il y a marqué Tom King quelque part, j'ai envie de jeter un œil. Donc je me suis pas. Enfin, c'était une très belle idée de cadeau et je me suis régalé. Eh ben, on va aller suivre ça parce que généralement, quand tu nous proposes de la bande dessinée, elle est rarement à côté. Est-ce que tu as une relique? Ouais, alors. En fait, j'aurais dû la sortir sur notre épisode spécial sur la baston de Détroit. J'avais pas pensé bêtement, mais j'ai remis la main sur. J'ai longtemps été abonné à Slam, et puis, enfin, au fil des déménagements, tu peux pas tout garder, donc j'ai quand même bazardé plein de trucs, mais j'avais gardé celui-là. C'est une des plus belles covers, je trouve, de Slam, des plus folles, Ouais, avec magnifique. Ron Artest, avec son t-shirt Free Ron Artest. L'ennemi public de la NBA raconte sa vérité. Voilà. Numéro culte pour moi, vraiment, c'était pendant la suspension de Ron Artest après Magnifique. la fameuse baston. Et cette photo qui est pour moi vraiment iconique, c'est une des plus iconiques, je trouve, de Slam, avec bien entendu celle d'Alan Iverson avec son afro et son maillot de fila type Dr. J. Il y a aussi celle de Kobe avec le mamba autour du bras, que j'ai d'ailleurs, je le sortirai un de ces quatre. Mais voilà, j'étais bien content de celui-ci, de l'avoir gardé quand même, parce que je trouve incroyable. On dirait la pochette d'un album de Teddy Pendergrass. C'est vrai. Oui, c'est vrai, il avait son espèce d'afro pas très propre et sa grosse moustache très 80s. S'il y a T'as raison. marqué Turn off the light juste au-dessus, c'est la même. Exactement. Très beau. Alors, moi, je te parlais du Flow Game tout à l'heure. J'ai retrouvé par hasard un t-shirt euh, de l'époque Wow. où on voit, tu vois, alors marqué earn ce qui signifie que c'est mérité sur le travail. Et donc, vous avez un peu les stats du match, de ce fameux match qui sont sur la silhouette de Scottie Pippen qui soutient Jordan avec sa fameuse paire de Jordan 12 au pied. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et à l'arrière, il y a le Jumpman. Et puis, vous avez l'année donc 97, 38, le nombre de points marqués avec ce smiley complètement malade au milieu. Donc voilà. Parce qu'il y avait une édition de cette Jordan 12 Flu Game avec ce logo sur le Ah oui? talon. Ouais, Ok. ouais,
Voilà, 97-38. Donc voilà, c'est une jolie édition. Ah, carrément, dis donc. Mais Ouais, ça ouais. devait être déjà une édition semi-limitée à l'époque, non? Ou c'était... Bah, c'était ressorti, ça avait dû ressortir en. Je sais plus en quelle année c'était ressorti. Ça fait pas si longtemps que ça, hein. Ça fait une quinzaine d'années peut-être. D'accord, ok. 10-12 ans, ouais. D'accord, Ouais, mais dis donc... ouais. je pense que c'était peut-être Faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde quand est-ce que c'était sorti, cette édition de la 12 Flu Game. Je sais qu'elle ressort en 2025, donc ça va être un petit événement en soi. Mais voilà, il y avait cette collection qui était chouette avec ce logo-là. Carrément, très belle. C'est marrant parce qu'avec le bandeau, là, enfin, on dirait qu'il y a un bandeau sur la tête de Scottie Pippen ou c'est moi qui va pas très Ah, bien. c'est sa coiffure. C'est son affaire. Ah oui, ah, ok. Parce que du coup, de loin, là, j'avais l'impression, tu vois, de penser que Ah j'avais une ouais, fixation, mais que c'était Jimmy Butler qui tenait Jordan par l'épaule. Je disais, bah oui, très bien vu. voilà, Le c'est le père haut et de le la tête. fils. C'est le haut de la tête où on dit, voilà, il y a Ok. toute l'histoire. Alors, on lit l'histoire du flu game qui est là, il arrive malade et machin et bidule, et en fait, il se retrouve avec 38 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 ballons volés. Voilà, des stats que tu n'auras jamais dans la plus grande de tes formes en 2h44 de jeu. Non, c'est clair, faut que j'aille me faire, pardon. Tu sais, il y a les surclassements, il me faut un sous-classement pour que j'aille jouer en U11 peut-être, et j'aurais peut-être l'opportunité de faire ça si je décède pas avant la fin du match. Mais C'est bon, exactement mec, ça. merci encore d'avoir été avec nous. Pour 2025, on souhaite surtout continuer à vous proposer des épisodes de qualité. Ça, on va se donner les moyens de le faire. On espère en tout cas que vous serez toujours au rendez-vous, comme c'est le cas depuis bientôt plus d'un an et demi maintenant. On vous remercie de tout ça. On vous souhaite de passer une super fin de week-end. Et puis on vous dit à très vite, bien sûr. Ciao à tous. Salut.